Alors, Monsieur Roquebert, ben, je vous poserai à peu près la même question que pour les autres témoins, euh, puisque vous allez nous parler de... Alors, dans votre papier, il y a Monsieur J, mais je pense que c'est Camille Jordan, Oui, c'est ça, oui. puisque son nom est dans mon livre, donc Oui, oui, absolument. on le voit bien. Hein. Et donc, Camille Jordan et cet instituteur, cet ingénieur métropolitain qui a C'est ça, oui. 31 ans et qui est enlevé dans la région d'Alger. Alors lui en juin, le 12 juin, donc avant l'indépendance. Le 12 Hein. juin, oui. 3 semaines après la signature des accords d'Évian. Mhm. J'ai eu l'avantage de parler au président Macron le 26 janvier dernier, Mhm. et je lui ai dit à peu près ça. Monsieur le Président, dans le cadre de l'affaire Rodin, ce jeune mathématicien disparu après avoir été arrêté par les forces de l'ordre à Alger en juin 1957, vous avez autorisé l'ouverture de certaines archives. Un historien qui s'occupe de cette affaire singulière des disparus d'Algérie est allé les consulter. L'étude du dossier de notre oncle Camille Jordan, disparu le 12 juin 1962 à Alger, montre que, contrairement à ce que notre grand-mère a toujours pensé, il a été interrogé et assassiné 4 jours après son enlèvement. Il a été enterré dans une fosse commune d'un des cimetières d'Alger. Je vous demande respectueusement de bien vouloir parcourir le texte qui raconte l'histoire de notre famille. Alors, je lui ai remis ce texte que je vais vous lire, il y en a pour 6 minutes. Alors, dites-moi, oui, c'est votre oncle. C'est ça, C'est oui. votre oncle, hein, Camille Jordan. Donc, et par rapport à son épouse, alors, je sais pas si vous aviez des cousins, si Monsieur Camille Jordan avait Non, Camille avait Jordan des enfants. était Et célibataire. célibataire, ah d'accord, très Ouais. bien. Mhm. Donc, le texte que j'ai remis au président, il s'intitule « Un deuil impossible quand l'histoire personnelle se percute avec l'histoire avec un grand H ». Nous sommes en juin 62. Madame Jordan est informée le 14 juin que l'on n'a plus de nouvelles de son fils Camille depuis 2 jours. Camille n'appartenait pas à la communauté française d'Algérie. Il avait 32 ans, était ingénieur des travaux publics diplômé d'une grande école et travaillait comme expatrié dans une entreprise de génie civil. Il a été enlevé par ce qu'on appelait à l'époque une bande incontrôlée, mais qui relevait en fait d'une stratégie délibérée du FLN visant à faire régner la terreur parmi les Européens d'Algérie afin de les faire partir, la valise ou le cercueil. À partir du 17 avril 62, une vague d'enlèvements se déclenche en Oranie, dans la Mitidja et la ville d'Alger. Je ne vais pas refaire votre travail à tous les historiens. Oui. Je m'en tiens à ce qui concerne ma famille. Ah, oui. Madame Jordan parle 15... Oui, Pardon ? c'est ça qui est important. Non, c'est ça qui est important. Elle part, donc elle est en France, et donc elle part de France pour aller à Alger. Elle part le 15 juin à Alger pour tenter de retrouver son fils. Les démarches se succèdent auprès des autorités françaises, auprès des autorités ecclésiastiques, auprès du FLN. Elle se heurte à un mur de silence et d'indifférence. Bientôt, on lui fait comprendre que son insistance à vouloir des nouvelles de son fils devient gênante et même dangereuse pour la sécurité de son fils et la sienne propre. Début juillet 62, Madame Jordan repart en France, où elle multipliera pendant plus de 30 ans les démarches pour retrouver son fils. Elle se heurtera à l'indifférence de la population française, au déni des autorités françaises qui n'auront de cesse de dire qu'il n'y avait pas de problème de disparus en Algérie. Le CICR, au terme d'une enquête menée en Algérie pour nombre de cas, a conclu qu'il n'y avait pas de traces constatées de décès. S'il n'y a pas de traces constatées de décès, c'est donc que la personne est vivante. Et on ne peut porter le deuil de quelqu'un qui est vivant. Madame Jordan va s'attacher alors à rechercher tous les indices possibles, interprétant toutes les rumeurs qui pouvaient circuler pour attester de la survie de son fils. On aurait vu des camps de prisonniers dans le sud algérien. On exploiterait ses capacités d'ingénieur pour reconstruire le pays. Convaincue qu'elle est de la survie de son fils et de son retour prochain en France, elle modifiera ainsi son testament en 1979, puisqu'il est maintenant évident que Camille va bientôt rentrer.
Pendant les dernières années de sa vie, Madame Jordan va poursuivre les démarches, les recherches, en s'occupant activement de l'ASFED, l'Association pour la sauvegarde des familles et enfants disparus, qu'elle avait fondée. Elle n'aura de cesse que la question des disparus en Algérie soit reconnue par les politiques et par l'histoire. Dans ce sens, son combat, finalement, n'aura pas été là. Le seul souvenir de Camille Jordan figure sur la pierre tombale de sa mère, sur laquelle est inscrit à un angle « À la mémoire de mon fils Camille, 1930, sans année de décès », suivi d'une citation du psaume 126,5 « Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant ». Face à la disparition de son fils, Madame Jordan n'a pas pu bénéficier du soutien des groupes qui peuvent manifester leur solidarité habituelle et leur soutien lors d'un décès. Les autorités administratives, politiques, militaires qui ont toujours nié le problème des disparus en Algérie, surtout dans les premières années. Il ne fallait pas rajouter du désordre à une période déjà difficile. Ce n'est qu'en 2002, donc une dizaine d'années après la mort de Madame Jordan et 40 ans après ces événements tragiques, qu'a été inauguré le mémorial du Quai Branly. Le groupe familial… Monsieur Roquebert, si je me permets de vous interrompre, parce que vous avez bien connu la mère de Camille Jordan. Ah oui, tout à fait, oui. Elle était dans quelle disposition? Parce que son fils, elle attendait toujours. Elle attendait toujours son retour. Puisque… Chaque fois qu'il y avait un coup de fil chez elle ou un coup de sonnette, elle tremblait en disant que c'était son fils qui était revenu. Je voulais rajouter que parce qu'on a un autre témoignage, peut-être on reviendra vers vous. Oui, Madame Lavallée, c'est bon. Très bien. Parfait. Ah ben voilà, et on vous voit. Bonjour Madame Lavallée. Bonjour Monsieur Jordi. C'est votre papa, Paul Lavallée, oui. Qui a été enlevé en juin 1962. C'est ça, une semaine avant l'indépendance. Voilà, une semaine avant l'indépendance, et vous précisez le jour de ses 51 ans. Et le jour de mes 21 ans. Ah oui, d'accord. On est né pareil. On est né là. Donc, il est parti au travail et puis il est parti à Rovigo pour continuer ses cours, puisqu'il était directeur des services vétérinaires et il continuait à travailler comme si de rien n'était. Et donc, c'est tout près de Rovigo, alors qu'il allait donner un cours d'aviculture au centre professionnel rural de Rovigo, on a retrouvé sa voiture vide. Au début, c'est vrai, on pensait à un crime crapuleux, mais la voiture était intacte. On ne vous entend pas très bien, c'est très haché. Peut-être que vous êtes trop près du micro ou trop loin, je ne sais pas. Vous êtes trop près sans doute du micro. Vous m'entendez mieux? Non. Encore moins bien. Ah, allez-y pour voir. Là, vous m'entendez bien? Oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Ah. Donc, je disais qu'il a été enlevé sur la route de Rovigo alors qu'il donnait un cours d'aviculture au foyer rural de Rovigo. Et au début, on pensait vraiment à un crime crapuleux, mais comme on a retrouvé sa voiture et avec ses affaires dedans, on se dit que non, c'était pas ça. Mais en fait, on l'a su plus tard, il a été enlevé par la Wilaya 4, par les FLN de la Wilaya 4, parce qu'il était l'un des rares Européens à circuler encore avec sa voiture. Et au fond, on s'en prenait aux derniers Européens qui étaient encore en Algérie pour faire cette politique d'affolement avec ces enlèvements qui avaient comme but d'affoler la population pour la faire partir. Et c'est vrai, c'était la valise ou le cercueil. Alors, dans votre papier là, que j'ai sous les yeux, vous dites que votre frère a essayé de retrouver la trace de votre père. C'est ça. Alors, nous, on est partis avec ma mère et ma sœur 2 semaines avant. On a essayé de faire partir mon père avec nous, mais il n'a pas voulu. Et mon frère était déjà parti en France depuis 3-4 mois pour faire un stage agricole. Et donc, lui, il voulait retourner tout de suite pour rentrer, chercher son père. Et on l'a dissuadé parce qu'il n'avait que 22 ans. Et que finalement, bon, c'était pas très sûr.
Mais on a été quand même beaucoup aidés dans ces recherches par tous les amis kabyles et les amis arabes nomades, parce que mon père avait un très grand réseau d'amis, puisqu'il soignait les animaux, il soignait leurs femmes, leurs familles, parce que dans les bleds où il allait, il n'y avait jamais de médecin. Donc il était très, très, très apprécié par la communauté, surtout kabyle. Et ils ont tout fait pour, même en envoyant de l'argent, en faisant un tas de choses pour essayer de retrouver mon père. Et mon père, grâce à ce réseau, s'il avait été vivant, s'il y avait eu une chance qu'il soit vivant, il aurait pu prévenir ma mère, tellement que d'abord il s'aimait, et tellement que le réseau était très fort. Donc je pense qu'il n'a pas... Enfin, il y a eu beaucoup de rumeurs. On nous a fait marcher pendant longtemps. Voilà. Parlez-nous de ces rumeurs. Alors, donc, dans les rumeurs, il y en a eu des bonnes, en nous disant que, comme il était vétérinaire, il était très, très, très utile, à la fois pour soigner les animaux, mais aussi les hommes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne le maltraitait pas et qu'on le gardait. Ça, c'était la seule bonne nouvelle. Mais après, dans les mauvaises nouvelles, il y avait que on l'avait vidé de son sang et parce qu'on avait absolument besoin de sang pour les combattants, pour tout. Bon, ça, c'était pas bien. Et enfin, d'autres rumeurs où il a été torturé, où il a été trimballé de camp en camp. On a même eu des vrais témoignages et que finalement, il avait été torturé et tué et jeté dans un charnier. Et donc, avec votre maman et votre sœur, votre petite sœur, vous êtes rentrés en France? Nous, oui, on était rentrés 2 semaines avant son enlèvement. Oui, on était en France, donc mal logés, ma mère et ma sœur à Versailles, dans un petit appartement, enfin, pas un petit appartement, une chambre avec sans toilette. Elle a vécu pendant quelques temps avant de trouver, grâce à l'association des femmes de vétérinaires, un petit logement. Elle a pu avoir la demi-retraite de mon père que 3 ans après. Parce que disparu, c'est 3 ans, il faut attendre 3 ans, je ne sais pas pourquoi. Donc elle a énormément souffert. Moi, j'étais à Marseille parce que j'avais envoyé mon dossier de médecine, je faisais médecine, et on nous avait demandé une ville, j'avais dit Marseille. Donc j'ai passé 3 mois à Marseille, le temps de passer l'examen. Et après, on nous a dit d'aller à Tours. Enfin, on nous a dit d'aller au nord. Je suis allée à Tours. J'ai terminé ma médecine, difficilement au point de vue matériel, parce que je me suis prise en charge à 100%. Voilà. Donc, ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'on me traite encore maintenant, 60 ans après, de colonialiste, de raciste, d'OAS, alors que mon père, il n'y avait pas plus aimé que lui en Algérie. C'était vraiment un homme ni de droite ni de gauche, humaniste et très, 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 très généreux. Il était vraiment adoré par la population musulmane, qu'elle soit kabyle, là où il travaillait, ou même arabe, ou dans le sud, partout. En plus, il parlait bien arabe. Il était même pour l'indépendance algérienne en aidant pendant un certain temps les autorités algériennes. Donc, ça tombe mal qu'on me traite moi de raciste. Et pour tout ce qu'a fait comme de bien mon père en Algérie. Voilà, c'est ce qui me gêne le plus. Merci Madame Lavallée. Oui, ça marche toujours. Oui, ça marche. Je lis un message qu'a adressé Madame Régine Boutejej, j'espère que je prononce bien le nom, je la cite, pardon. Très ému d'entendre Madame Lavallée, papa était vétérinaire inspecteur à la CAL et il mentionne la disparition de votre papa dans une lettre qu'il a adressée au ministre chargé des Affaires étrangères pour solliciter sa mutation en métropole. Je cite la lettre de papa datée du 28 juillet 1962, citation, « Ma décision est plus que jamais irrévocable et est encore renforcée par l'insécurité et l'anarchie grandissante après les assassinats de 2 de nos confrères en 58 et 59. Le docteur Lavallée, vétérinaire inspecteur en chef à Tizi Ouzou, a été récemment enlevé et n'a plus donné signe de vie. J'imagine que nos papas se connaissaient bien. Je reconnais beaucoup d'aspects de papa dans ce que vous avez de votre papa. » Vous pourrez lui donner mon adresse mail?
Oui, on va la lui transmettre. Hein. Oui. Peut-être que, puisque voilà, je crois qu'on avait les 5 témoins. Peut-être. Donc, on a des problèmes de connexion pour Geneviève Leblanc qui aurait aimé témoigner, mais malheureusement, la connexion n'est pas bonne. Oui, qui est la fille du colonel Astier et qui a été aussi enlevée après l'indépendance d'ailleurs, et qui était maire de son village. Voilà. Et je voulais, maire de la Sma. si vous permettez, je voulais juste rajouter, j'ai enregistré un podcast qui est sorti hier sur Facebook. Il suffit de faire l'adresse facebook.com/qui se souviendra. Voilà. Alors, je peux dire aussi, Madame Lavallée, parce que c'est important, puisque vous parlez, qui se souviendra de nous, c'est le podcast de Nicole Cudicelli. De Nicole, c'est celui-là. Voilà, qui souhaite il y a plein de avoir des témoignages très intéressants. Et qui vient filmer ou juste prendre le témoignage de ce qu'elle appelle les derniers pieds noirs. Et ça s'appelle « Et de nous, qui se souviendra ?» Et vous avez témoigné dans ce podcast. Et puis, peut-être que ceux qui nous regardent auront envie de faire de même et pourront laisser leur témoignage 60 ans après. C'est une bonne chose. Elle cherche des témoins. Est-ce qu'on a des questions? Oui. Si on a encore 2 ou 3 minutes, je souhaite, s'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent poser des questions, peut-être Jean Mondré, je ne sais pas, ou d'autres, qui ont envie, on le laisse, et qui ont envie de poser des questions aux témoins que je n'aurais pas posées, ou si les témoins veulent apporter un éclairage. Des questions? Jean Mondré, vous ne m'interrogez pas sur le pourquoi des enlèvements. Oui, mais justement, je voulais vous poser la question, puisque Jean Mondré est là, donc ces enlèvements, Jean, qui se produisent, effectivement, on l'a vu un peu ce matin sur le nombre, mais là, on a des témoins qui nous disent tous que c'est après l'indépendance. Alors, on aurait pu trouver des témoins avant, hein, mais la masse des enlèvements, c'est après le 19 mars, et ça va se prolonger après l'indépendance. Après l'indépendance, oui, c'est ça. Est-ce que je voulais vous demander, est-ce que vous votre père a eu une déclaration de décès au tribunal oui, déclaration de présomption de décès, voilà ce que je voulais dire. Lorsque vous êtes revenu en France. À moi? Vous parlez à qui? Oui, à vous, Madame Lavallée. Est-ce que votre maman a demandé un jugement déclaratif de décès concernant votre père? Concernant votre papa? Je ne sais pas. Elle était… Vous savez? Sûrement, puisque… non, il a fallu qu'elle attende 3 ans avant de savoir qu'il était mort officiellement. Oui. Donc, il n'a pas pu avoir. Oui, c'est ça. Ça pouvait durer 3 ans. Oui. Et vous, Monsieur Santès? Bien, donc ma mère a reçu en fait un courrier, je crois que c'était de Jean de Broglie, qui s'occupait des disparus, qui disait qu'il n'y avait plus d'espoir. Et que dans son intérêt, il convenait de faire une demande, effectivement, pour obtenir un jugement en justice de décès. Oui, un jugement déclaratif. Pour qu'elle puisse avoir des droits à la pension, etc. Vous, pareil. Oui, ça c'est. Les jugements étaient aussi imposés. Oui, le jugement déclaratif de décès était voulu par le gouvernement pour justement permettre surtout aux veuves de pouvoir voilà,